Voici le guide en 5 minutes de la classe Yamato, les cuirassés de la marine impériale japonaise. La classe Yamato était composée des plus grands et des plus lourdement armés des cuirassés jamais construits, et à ce titre, ils ont acquis un statut quasi légendaire. Cependant, il est quelque peu ironique que nous en sachions relativement peu sur eux comparé à des navires comme l'Iowa, le Vanguard ou le Bismarck, principalement à cause d'une combinaison de bombardements alliés et de l'intransigeance japonaise vers la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a conduit à la destruction de nombreux documents de la marine japonaise. Heureusement, assez ont survécu pour nous donner une idée de ce qu'étaient ces navires. Comme pour de nombreux navires de la Seconde Guerre mondiale, la classe Yamato a été fortement influencée par les traités navals des années 1920 et 1930, bien que ce ne soit pas dans le but de respecter une limite ou même de prétendre discrètement s'y conformer. Les traités limitèrent de manière uniforme le déplacement et le calibre des canons pour toutes les nations, ce qui posait problème aux Japonais. Mais le Japon a dû accepter d'avoir une marine aux 3/5 de la taille des flottes américaines ou britanniques. Cela signifiait que le Japon perdrait presque certainement une guerre contre l'une de ces nations rapidement, car sa flotte serait largement surpassée en nombre. Dans les années 1930, le gouvernement japonais est devenu de plus en plus militariste et expansionniste, visant à faire de l'ouest du Pacifique le territoire de l'Empire japonais. Cela impliquerait une guerre contre plusieurs puissances, dont probablement la Grande-Bretagne et ou l'Amérique. Ces deux nations avaient initialement des flottes plus grandes et une production industrielle nettement supérieure à celle du Japon. Elles bénéficieraient de l'avantage numérique à court terme et de pouvoir surpasser les Japonais en construction navale à long terme. Certains membres du Congrès américain de l'époque avaient évoqué la possibilité de surpasser le Japon dans un rapport de 3 contre 1 si une nouvelle course aux armements navals devait reprendre, oubliant les économies strictes des années précédentes. Le Japon, de son côté, s'était retiré des différents traités navals au milieu des années 1930. En conséquence, ils ont élaboré un plan astucieux. Au lieu d'améliorer progressivement la conception des cuirassés, comme tout le monde l'avait fait historiquement, et au lieu d'essayer d'égaler leurs ennemis navire pour navire, le Japon allait plutôt construire moins de navires, mais beaucoup plus grands, des navires capables d'affronter plusieurs adversaires à la fois. Puisqu'un navire 2 fois plus grand que les cuirassés du traité ne coûterait pas réellement 2 fois plus cher, cela permettrait en théorie au Japon d'égaler ou de submerger une force numériquement supérieure à un niveau de dépense qu'il pourrait soutenir. Même si l'ennemi commençait à construire ses propres navires pour rivaliser, l'espoir était que le Japon puisse obtenir ce dont il avait besoin après la destruction des forces ennemies initiales, mais avant que les nouveaux navires n'entrent en service, période pendant laquelle le Japon répéterait simplement la manœuvre avec des navires encore plus grands. Au milieu des années 1930 donc, une vingtaine de projets préliminaires furent étudiés avec des canons allant de 16 à 18,1 pouces de calibre et une grande variété de batteries secondaires, certaines axées davantage sur la puissance de feu antiaérienne, d'autres sur la puissance de feu anti-destroyer et d'autres encore sur des batteries secondaires conçues pour repousser à elles seules les croiseurs d'escorte de toute flotte alliée. La propulsion et la protection variaient également énormément, allant de navires lents avec un blindage ultra lourd et des canons plus légers, à des navires dotés de canons ultra lourds mais beaucoup plus rapides avec un blindage plus léger et tout ce qui se trouvait entre les deux. Parmi ceux-ci, 2 projets furent retenus pour la sélection finale, le projet A140F3 et A140F4, la principale différence entre les deux étant l'autonomie opérationnelle, le projet F3 ayant environ les 2 tiers de l'autonomie du F4. Au final, le projet F4 avec la plus grande autonomie l'emporta, optant pour une propulsion entièrement à turbine suite aux problèmes rencontrés avec les moteurs diesel sur d'autres navires, défavorisant toute centrale hybride. 5 navires étaient prévus, avec un déplacement standard de 64 000 tonnes chacun. Selon la pratique allemande, les navires n'étaient pas nommés au début de leur construction, donc les 2 derniers ne seront jamais connus que sous le nom de navires de guerre Nonigeo. 111 et 797, les 3 premiers recevant les noms de Yamato, Musashi et Shinano. Les 3 navires ont été construits dans le plus grand secret pour empêcher les services de renseignement ennemis de découvrir leur existence et leurs caractéristiques. Si les gens avaient pu voir leur taille et leur puissance pendant la construction, ils auraient pu commencer à construire des navires similaires, réduisant la fenêtre d'opportunité du Japon pour agir. La zone de construction était enfermée dans un bâtiment encore plus grand que le navire, pour des raisons évidentes. Cet effort a en fait très bien fonctionné.
Bien que la longueur du navire ait pu être facilement déterminée simplement en regardant le bâtiment qui l'abritait, les estimations de ce qui se trouvait à l'intérieur se sont trompées sur la largeur, en devinant une valeur qui était de 17 pieds trop étroite et un déplacement compris entre 40 000 et 57 000 tonnes, bien inférieur aux 69 000 tonnes qu'il faisait en réalité. Même après que l'Amateur ait réellement été en service puis coulé en 1945, la plupart des commentateurs citaient encore les navires comme faisant 45 000 tonnes et armés de 9 canons de 16 pouces, c'est-à-dire similaires aux navires de la classe Iowa. La conception des Montana de 60 000 tonnes a été fortement influencée par ces estimations, donc on peut se demander ce que les concepteurs américains auraient imaginé s'ils avaient connu la véritable nature des Armatos. L'armement principal réel des navires était bien sûr composé de 9 canons navals de 460 mm, soit 18,1 pouces, montés dans 3 énormes tourelles, chacune pesant plus qu'un destroyer typique des années 1930. 2 tourelles se superposaient à l'avant et une se trouvait à l'arrière. En plus des obus perforants et hautes explosifs habituels, ils pouvaient également tirer des obus antiaériens type AAI. Dans ces obus, une fusée à retardement était utilisée pour déterminer à quelle distance les obus exploseraient, et chaque obus, lors de la détonation, libérait 900 tubes incendiaires dans un cône de 20 degrés orienté vers les avions ennemis, ainsi que les restes de l'obus lui-même sous forme d'éclats d'acier. Chaque tube brûlait pendant environ 5 secondes à 3000 degrés, produisant une flamme de 5 mètres, soit 15 pieds. Bien que ces obus soient visuellement très impressionnants, ils infligèrent de graves dommages aux canons principaux eux-mêmes, et en fin de compte, les pilotes américains considéraient ces obus davantage comme un spectacle pyrotechnique que comme une arme antiaérienne efficace. La batterie secondaire d'origine était composée de 12 canons de 6 pouces répartis dans 4 tourelles triples, une à l'avant, une sur chaque aile, et une à l'arrière, ce qui lui donnait une bordée équivalente à celle de nombreux croiseurs légers. Les tourelles ont été retirées des croiseurs de classe Megami lorsqu'ils ont été rééquipés de canons doubles de 8 pouces. La batterie antiaérienne initiale se composait de 12 canons de 5 pouces répartis dans 6 tourelles doubles, 3 de chaque côté, ainsi que de 24 canons antiaériens de 25 mm, principalement installés au centre du navire. En 1944, l'artillerie antiaérienne des navires a été considérablement améliorée. Les 2 tourelles latérales de 6 pouces ont été retirées et remplacées chacune par 3 tourelles doubles supplémentaires de 5 pouces, portant le total à 24 canons, avec un grand nombre de canons supplémentaires de 25 mm, installés pour un total de 162 armes de ce type. Bien que celles-ci soient largement considérées comme les pires armes antiaériennes de la guerre, utilisant des chargeurs de 15 coups et ayant de nombreux problèmes de précision et de portée, le navire avait aussi 2 affûts doubles pour des mitrailleuses anti-aériennes de 13,2 mm, un de part et d'autre de la passerelle. L'armement du Shinano était nécessairement assez différent, puisqu'il n'a jamais été terminé en tant que cuirassé et a plutôt été converti en porte-avions de soutien. Aucun canon principal ou secondaire n'était embarqué. À la place, 16 canons de 5 pouces, 125 canons anti-aériens de 25 mm et 336 lance-roquettes anti-aériens de 5 pouces répartis dans 12 tourelles de 28 tubes furent installés. Pour accompagner cette puissante batterie de canons, et puisqu'ils étaient conçus pour affronter plusieurs cuirassés ennemis simultanément, les Yamato furent équipés d'un blindage lourd. La ceinture principale de blindage le long du flanc du navire faisait un peu plus de 16 pouces d'épaisseur et était inclinée à 20 degrés pour augmenter l'épaisseur effective. Le blindage des tourelles principales atteignait une épaisseur vraiment incroyable de 26 pouces. Le pont principal blindé était également très épais, avec un peu moins de 8 pouces. Cependant, il faut mettre cela en balance avec le retard de la métallurgie japonaise par rapport aux autres nations, surtout les Britanniques et les Allemands qui possédaient les meilleures plaques de blindage au monde. Ainsi, l'épaisseur effective des cuirassés est légèrement inférieure à ce que les chiffres bruts laissent penser. Le système de protection contre les torpilles, bien que conçu pour être complet, avait des défauts de construction et de conception réduisant significativement son efficacité, rendant l'attaque à la torpille le point faible de ces navires. Tout cela était propulsé par une énorme centrale qui permettait au navire d'atteindre 27 nœuds. Yamato a été commandé en mars 1937, mis sur cale en novembre de la même année, lancé en 1940 et admis au service actif quelques jours après Pearl Harbor, le 16 décembre 1941, rejoignant la flotte en mai 1942. Yamato a servi comme navire amiral de la flotte combinée japonaise pendant la bataille de Midway, mais comme il s'agissait d'un combat de porte-avions, le navire n'a en fait pas affronté les forces ennemies pendant la bataille.
Les 2 années suivantes, le navire fut principalement déployé dans divers ports pour tenter de contrer les raids des porte-avions américains sur les bases insulaires japonaises. Le 25 décembre 1943, elle a subi d'importants dégâts causés par une torpille du United States Ship's Gate et a été contrainte de retourner à la base navale de Kure pour des réparations et des améliorations structurelles. Son prochain engagement majeur eut lieu en 1944 lors de la bataille de la mer des Philippines, où elle servit d'escorte à une division de porte-avions japonais, suivie d'un rôle dans la force centrale lors de la bataille du golfe de Leyte, où elle utilisa enfin ses canons contre un navire ennemi pour la première, et, comme il s'est avéré, la seule fois, aidant à couler l'escorteur américain Gambier Bay et le destroyer Johnston avant d'être contrainte de se retirer à cause des torpilles du United States Ship Herman, ce qui l'a mis hors de combat. Le Musashi a été commandé en mars 1937, mis sur cale un an plus tard, lancé en novembre 1940 et mis en service le 5 août 1942. N'ayant rien de notable à signaler durant ses premières années d'opération, en mars 1944, elle subit des dégâts modérés près de la proue à la suite d'une torpille tirée par le sous-marin américain Chuney. Le Shinano a été mis sur cale en tant que 3e membre de la classe Yamato, selon un plan modifié où la plupart des valeurs de blindage d'origine ont été légèrement réduites afin d'ajouter une protection pour les équipements de contrôle de tir et les postes d'observation et de permettre le remplacement de l'artillerie secondaire de 5 pouces par des canons de 3,9 pouces. Mais après la défaite japonaise à Midway, la construction du Shinano a été suspendue. La coque a alors été reconstruite en porte-avions. Elle était conçue comme un navire de soutien de 64 800 tonnes capable de transporter, réparer et réapprovisionner les flottes aériennes d'autres porte-avions plutôt qu'un navire de première ligne. Shinano a été lancé le 5 octobre 1944 et mis en service le 19 novembre, un peu plus d'un mois après. 10 jours plus tard, tôt le matin, Shinano a été touché par 4 torpilles provenant de le United States Ship Archerfish. Bien que les dégâts semblaient gérables, un mauvais contrôle des inondations a provoqué une gîte sur tribord, et, peu avant midi, elle a chaviré et coulé, faisant d'elle le plus grand navire de guerre jamais coulé par un sous-marin. Yamato et Musashi connaîtraient tous deux une fin spectaculaire. En route vers le golfe de Leyte, Musashi a été coulé le 24 octobre 1944 lors de la bataille de la mer de Sibuyan, recevant 17 bombes et 19 torpilles avant de sombrer. Yamato serait coulé le 7 avril 1945 par un total de 386 avions embarqués américains lors d'une tentative d'accomplir l'opération Tengo, recevant 10 torpilles et 7 bombes avant de chavirer, suivi par la détonation de ses soutes principales. Les Américains avaient appris du naufrage du Musashi, qui avait été attaqué de tous côtés et avait coulé lentement pendant des heures. Yamato, en revanche, a subi des attaques concentrées d'un seul côté, entraînant son chavirement après un nombre réduit de coups en raison d'inondations massives. Le navire de guerre numéro 111 devait également intégrer les améliorations du Shinano. La quille du navire fut pesée après le lancement du Yamato en août 1940, mais les ressources essentielles à la construction du navire allaient être bien plus dures à obtenir durant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'elle ne fût achevée qu'à environ 30%, elle fut démontée et mise à la ferraille en 1942. Les matériaux récupérés à partir de cela ont été utilisés pour la conversion de l'Iéna cuirassée et de sa cadette en hybride cuirassée porte-avions. Le 5e navire, le navire de guerre numéro 797, était prévu comme une version améliorée du Shinano, mais ne fut jamais mis en chantier. Enfin, 2 cuirassés d'un tout nouveau modèle, plus grand, étaient prévus dans le cadre du programme de réapprovisionnement de la flotte de 1942. Le modèle A1500 était basé sur les Yamato et aurait été équipé d'une batterie principale de 6 canons de 20 pouces répartis en 3 tourelles doubles, ainsi que d'un armement secondaire polyvalent de 24 canons de 3,9 pouces en affût double. Le déplacement devait surpasser celui du Yamato, avec une ceinture de blindage latéral prévue de 45 cm. Les archives concernant le navire sont incomplètes, comme mentionné au début. Bien que les bombardements incendiaires aient détruit certains documents, à la veille de l'occupation alliée du Japon, des officiers des services spéciaux de la marine impériale japonaise ont détruit pratiquement tous les documents, dessins et photographies restants concernant ou liés aux cuirassés de la classe Yamato, ne laissant que des archives fragmentaires sur les caractéristiques de conception et d'autres aspects techniques. La destruction de ces documents a été si efficace que jusqu'en 1948, les seules images connues du Yamato et du Musashi étaient celles prises par les avions de la marine américaine lors des attaques contre les 2 cuirassés.
Malgré la révélation de photographies supplémentaires et d'informations provenant de documents non détruits au fil des années, la perte de la majorité des archives écrites sur la classe Yamato a rendu les recherches approfondies quelque peu difficiles. Le manque d'archives écrites fait que la plupart des informations sur cette classe proviennent d'entretiens avec des officiers japonais après la reddition du Japon. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. N'oubliez pas d'ajouter le tag Q et R à votre question si vous souhaitez laisser une question pour le dry dock.